Au XIVe siècle, la technologie des armes à feu progressait aussi. Les avancées majeures comprenaient en l'ajout d'une crosse en bois afin que le tireur puisse appuyer l'arme sur son épaule. Encore plus important fut le changement dans le processus d'allumage. L'objectif était de permettre au tireur de viser le long du canon de l'arme tout en appliquant l'étincelle d'allumage à la poudre à canon. Les armuriers ont créé un système de verrouillage où un levier, comme une détente, amenait l'allumeur à la poudre. Le mécanisme à mèche, premier système de verrouillage efficace, fonctionnait en abaissant une mèche allumée sur la poudre d'amorçage. L'arquebuse fut la première arme à feu produite en masse. Et elle fut utilisée de façon intensive lors des guerres d'Italie au XVIe siècle. Les arquebusiers, des soldats maniant ces armes de pointe, pouvaient avoir un impact considérable sur les armées adverses. Bien que le chargement et le tir de ces anciennes armes à feu puissent sembler lourds comparés aux armes modernes, elles avaient une cadence de tir plus rapide que l'arbalète. Par ailleurs, l'arquebuse pouvait être maîtrisée plus rapidement et en plus grand nombre que l'arc long, et elle était plus puissante que l'un ou l'autre des arcs. Au début de l'arquebuse était particulièrement utile contre la cavalerie, surtout lorsqu'elle était associée à des piquiers. Cette formation de piquiers et arquebusiers a révolutionné l'armée espagnole, qui s'en est servie pour vaincre les Français à la bataille de Cerignol en 1503. L'arquebuse tirait une lourde balle de plomb ou de la chevrotine qui se dispersait au visage d'un ennemi en charge. Dans ses commentaires, le capitaine Blaise de Montluc de France a décrit certaines batailles impliquant des arquebusiers combattant aux côtés de soldats armés d'armes plus traditionnelles. La compagnie que je commandais n'était composée que d'arbalétriers, car à cette époque, l'usage de l'arquebuse n'avait pas encore été introduit parmi nous. Puis 6 arquebusiers gascons sont venus à nous depuis l'ennemi que j'ai intégré dans ma compagnie. Il ne fallut pas longtemps avant que de Montluc ait des escadrons d'arquebusiers sous son commandement. Mais lui-même allait être victime d'un tir d'arquebuse ennemi. Il a survécu, mais son visage allait été défiguré. Que le ciel fasse que cette maudite machine n'ait jamais été inventée. Je n'avais pas encore reçu ces blessures qui me font souffrir aujourd'hui. Tant de vaillants hommes n'auraient pas non plus été tués, pour la plupart par les plus pitoyables individus et les plus grands lâches qui n'auraient jamais osé regarder ces hommes en face, alors qu'à distance, ils les ont abattus avec toutes leurs maudites balles. Ce qui rendait ces armes particulièrement mortelles, c'était le développement du tir en salve. Les Espagnols utilisaient déjà le tir en salve au début du XVIe siècle. Le comte allemand Wilhelm Ludwig écrivit à la fin du siècle « J'ai découvert une méthode permettant aux mousquetaires et aux soldats armés d'arquebuses non seulement de continuer à tirer très efficacement, mais aussi de le faire de manière efficace en ordre de bataille. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'escarmouches et n'utilisent pas la couverture des haies de la manière suivante. Dès que le premier rang a tiré ensemble, alors selon l'exercice, ils marcheront à l'arrière. Le deuxième rang, soit en avançant ou en restant sur place, tirera ensemble puis marchera à l'arrière. Après cela, le troisième rang et les suivants feront de même. Ainsi, avant que le dernier rang n'ait tiré, le premier aura rechargé. Bien que le mousquet à mèche ait marqué une avancée, il présentait malgré tout des inconvénients. Il était difficile de garder la mèche lente allumée par temps humide. Et par temps sec, ne pas éloigner la mèche allumée de la poudre stockée pouvait avoir des conséquences désastreuses. En dehors des explosions accidentelles, la mèche allumée produisait à la fois une lueur que l'ennemi pouvait voir la nuit et une odeur qui pouvait être sentie, révélant ainsi la position du canonnier. Mais c'était la période de la Renaissance, et des avancées avaient lieu dans toutes les disciplines.
La fabrication moderne des armes à feu n'échappait pas à cette règle. La platine à roue utilisait l'ingénierie horlogère pour résoudre l'ignition de la poudre à canon. La platine à roue était une roue en acier montée sur ressort, serrée comme une montre, jusqu'à ce qu'elle s'accroche ou se déclenche contre la détente. Lorsque la détente était pressée, la roue tournait contre un morceau de pyrite, produisant des étincelles qui enflammaient ensuite la poudre à canon dans le bassinet. La platine à roue a permis à la cavalerie de mieux utiliser les armes à feu. Il était difficile de garder la mèche d'un mousquet allumé en chevauchant, un problème que la platine à roue a éliminé. La cavalerie tirait plus facilement avec des armes plus petites à une main. À partir du XVIe siècle, il était d'usage pour les cavaliers en Europe de porter une paire de pistolets au combat dans des fontes de sel. Après tout, il s'agissait encore d'armes à un seul coup. Cependant, la complexité des platines à roue les rendait coûteuses à fabriquer. Le soldat ordinaire n'avait pas ces armes. Elles étaient les plus couramment utilisées pour la chasse, tandis que les platines à mèche prédominaient dans les armées européennes. Bien sûr, ce qui rendait vraiment ces armes efficaces, c'était l'incroyable destruction qu'elles infligeaient aux corps humains. Même les chevaliers en armure pouvaient être abattus à courte portée. Les armuriers ont tenté de compenser en créant des protections corporelles plus lourdes. À leur arrivée dans le Nouveau Monde, les conquistadors espagnols ont trouvé leur armure corporelle plus utile militairement que leurs armes à feu lors des assauts contre les populations autochtones. L'arquebuse était efficace, bien sûr, tant en termes de destruction physique que comme source de terreur pour les autochtones. Mais elle, comme les arbalètes, rechargeait lentement. Mais l'arbalète et l'arquebuse s'étaient développés en grande partie comme réponse à l'armure lourde des chevaliers espagnols. Les Aztèques, les Incas et les autres populations autochtones n'avaient rien qui puisse percer l'armure espagnole. Bien sûr, l'arme la plus meurtrière que les Européens ont apportée dans le Nouveau Monde était plus petite que l'œil ne pouvait voir. Le germe. La variole et d'autres maladies ont fait des ravages parmi les populations autochtones d'Amérique du Sud et du Nord, tandis que les Européens, de l'autre côté du monde, continuèrent à perfectionner l'art et la science des armes à feu. La complexité, et le coût du mécanisme à roue ont poussé des forgerons courageux et industrieux à tester d'autres méthodes pour enflammer la poudre noire. On savait depuis longtemps qu'un silex frappé sur de l'acier produisait des étincelles pour allumer un feu. Au milieu du XVIe siècle, quelqu'un a appliqué ce principe aux armes à feu. Le premier exemple s'appelait serrure à ressort. Un morceau de silex était maintenu par un ensemble de mâchoires dans le chien de l'arme. Quand on tirait le chien en arrière, il butait sur un petit levier. En pressant la détente, le levier se retirait et le chien frappait le silex contre la plaque d'acier. La force de l'impact repoussait la plaque, exposant la poudre à canon dans la bassine, tandis que le silex produisait des étincelles en frottant contre l'acier. Certains armuriers en Angleterre, puis plus tard en Amérique, ajoutaient un cran de sûreté appelé « chien de sécurité ». Le système à platine à ressort, utilisant un silex contre l'acier, n'était pas une vraie platine à silex. Ces armes étaient appréciées par les militaires, mais aussi par d'autres groupes moins respectables. La fin du XVIe et le début du XVIIe siècle furent l'âge d'or des célèbres pirates des Caraïbes. Ces marins hors la loi terrorisaient les navires et les villes des îles des Caraïbes pendant les mois les plus froids, puis se dirigeaient vers la Nouvelle-Angleterre pendant la chaleur de l'été. Armés de coutelas et de pistolets à silex, les pirates étaient une menace redoutable pour les imprudents. Beaucoup de pirates de Nouvelle-Angleterre étaient d'anciens corsaires mandatés par les colonies pour attaquer les navires ennemis de l'Angleterre. Mais quand l'Angleterre n'était plus en guerre avec ces nations, les corsaires se tournèrent vers la piraterie.
voir plus de nos documentaires historiques, aimez, partagez et abonnez-vous.